Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que Marie-Hélène Rebois est avec nous? Écoutez, je vous vois, je vous entends. Ce serait formidable que nous puissions entendre la belle voix grave de Marie-Hélène Oh, pas Rebois. grave. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, elle est sur le point d'être avec nous. Alors, en attendant, donc, quelques mots sur ce dispositif. Nous devions être ce soir, à partir de 19h, au cinéma Le Luxe à Caen. Et il se trouve que entre le moment où nous avions programmé cette soirée et le moment où nous sommes mardi 27 octobre 2020, le couvre-feu a été déclenché dans un certain nombre de villes de France, dont la ville de Caen, et le cinéma Le Luxe nous a demandé de reporter la soirée. La soirée était organisée autour de la projection de 2 films de Marie-Hélène Rebois dans le cadre du festival Je danse. Donc, je suis un premier film, Merce Cunningham, La danse en héritage, un second film, Maggie Marin à la danse cachée, et entre les deux, il devait y avoir une table ronde où Joël Hubaut, qui est à ma droite, devait s'exprimer, ainsi que Wilfried Wendling, qui a été donc bloqué à Paris de par la situation. Marie-Hélène Rebois devait être avec nous pour présenter ses films et débattre. Elle sera avec nous, mais à distance. Et Jacques Attali, qui nous rejoint tout à l'heure à 18h30, donc via le dispositif Zoom. Nous avons décidé de sauver cette table ronde parce que le virus qui change les habitudes et les mœurs très grandement dans notre milieu culturel ne peut pas non plus annuler tout ce qui nous anime en termes de mouvement de pensée. Et nous avons décidé, au moins via ce dispositif Zoom et Internet, de pouvoir échanger, nous rencontrer sur la thématique de la prévision, le statut de la prévision dans l'art, de la prévisibilité du résultat lorsqu'on entame un geste ou une production artistique, ou au contraire le statut de l'imprévisibilité, non seulement de toute chose, mais du geste artistique tel qu'il sera la seconde suivante. Est-ce que je sais lorsque je prends mon stylo? Est-ce que je sais lorsque je prends mon appareil photo? Est-ce que je sais lorsque je rentre dans le studio, que je commence même mon geste, dans 1 seconde, dans 10 secondes, dans 1 heure, ce que la production pour laquelle j'ai entamé ce geste sera? De quelle manière le hasard rentre en ligne de compte lorsque nous sommes en train de créer? Alors, est-ce que Marie-Hélène Rebois nous entend? Je vous entends parfaitement, j'espère que vous m'entendez aussi. Vous m'entendez? Est-ce qu'elle nous entend? Oui. Est-ce que nous l'entendons? Vous m'entendez là? Non. Est-ce qu'on peut monter le volume de la voix de Marie-Hélène Rebois? Pourquoi on ne m'entend pas? Alors, ce que nous allons faire, nous allons rapprocher peut-être la petite enceinte pour entendre de manière un petit peu plus précise l'intervention de Marie-Hélène. Karine. Voilà. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde. Alors, les gens qui se trouvent devant leur ordinateur t'entendent parfaitement bien. Nous t'entendons relativement bien ici au Dansoir. Tu as entendu ce que je disais sur l'annulation de la projection de tes 2 films ce soir? Oui. Voilà. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais, même si nous avons reporté la projection des films, nous présenter ces films, sachant que autour de la table et dans le dispositif ce soir, j'ai à ma gauche, que je n'ai pas présenté parce que j'ai présenté les invités, mais que je te présente puisque tu n'es pas avec nous, Geneviève Euzet, qui intervient de manière essentielle dans la programmation du festival et dans la convocation des invités qui sont autour de moi.
Donc, voilà, vous vous connaissez, vous vous êtes rencontrés au début du festival. Donc voilà, je crois que les présentations sont faites. À toi l'honneur, Marie-Hélène, de présenter ta démarche à travers Merce Cunningham, la danse en héritage. Karine, tu n'as pas parlé, tu as parlé du hasard, mais tu n'as pas parlé de la transmission. Alors, moi, il m'est arrivé une aventure assez longue. J'ai fait plusieurs films après la mort de Dominique Bagoué, qui était mort du sida, sur ce que pouvait devenir son répertoire. Et quand il y avait rien n'avait été prévu par rapport avant sa mort. Et j'ai pu voir à quel point c'était compliqué de faire vivre la danse contemporaine à l'envers de la danse classique qui, elle, est reprise dans les institutions par des systèmes de ballet qui traversent les générations. La danse contemporaine est devant un vide total quand il s'agit de savoir ce que vont devenir les répertoires après la mort du chorégraphe. Donc, quand Merce Cunningham, que je connaissais un peu, et ce que j'avais filmé aussi, une de ses pièces s'appelle Oratorio, au Festival Montpellier Danse, quand Merce Cunningham est mort, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de voir ce que pouvait faire qu'on pouvait faire du répertoire de Merce Cunningham après sa mort, d'autant que je savais qu'il avait accepté, ce qui est très rare chez les chorégraphes, accepté d'envisager sa mort et accepté d'envisager la suite. Alors, pourquoi il a accepté d'envisager sa mort et envisager la suite, et qu'ils ont pu lever les fonds nécessaires pour faire tourner la compagnie pendant 2 ans après sa mort, c'était parce qu'il avait eu lui-même, il avait reçu l'héritage de John Cage, qui était mort quelques années avant, 10 ans avant. Et donc, il avait dû gérer ça, alors qu'il n'avait pas prévu non plus, mais ils avaient créé une fondation, le Cage Trust, qui avait été conçue d'une manière très intéressante à Bard College. Et donc, à partir de cette expérience qu'il avait eue sur l'héritage musical de son compagnon John Cage, il a accepté que pour lui, en tant que chorégraphe, on puisse envisager aussi un Cunningham Trust et donc une suite. Voilà, donc je me suis dit que vraiment, il fallait absolument que je trouve le moyen de faire un film parce que je pouvais d'abord entrer dans la compagnie et j'avais surtout le pressentiment que c'était une exception totale puisque j'avais vu ce qui s'était passé chez Bagoué, même s'ils ont beaucoup travaillé pour faire vivre l'œuvre, c'était pas du tout, ils étaient dans une précarité totale. Alors que là, il a fait un plan, ça s'appelle un legacy plan, c'est-à-dire un plan d'héritage, et il a donc décidé que sa compagnie pouvait lui survivre pendant 2 ans et qu'il fallait trouver les moyens de les payer pendant 2 ans et qu'ils allaient faire le tour du monde. Ils ont fait le tour du monde dans 50 villes avec quelques pièces, une dizaine de pièces, qui étaient celles qui étaient pour eux les plus importantes. Et pendant ce temps-là, ils ont filmé, ils ont fait des montages de ce qu'ils appelaient des capsules avec tous les documents qui correspondaient à chaque pièce, pour chaque pièce. Et ils ont filmé les pièces d'une manière systématique avec un système de plusieurs caméras qui était toujours le même. Et donc, ils ont mis dans les capsules qui sont numériques, ils ont mis tous les documents, toutes les plans de lumière, les plans de scène, les costumes. Enfin bref, ils ont tout mis, les éléments et comme ils ont Merce Cunningham avait un archiviste qui s'appelait David Vaughan, qui a suivi son travail et qui faisait partie de la compagnie. Il y avait énormément de documents. Donc tout ça a été traité parallèlement à la tournée des danseurs. Et c'était tout à fait passionnant de voir comment ça avait été pensé et comment ça a été mis en place d'une manière totalement systématique. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient prévu, qui est exceptionnel. Et ils avaient levé suffisamment de fonds pour que les danseurs puissent être payés pendant 2 ans et que les danseurs, en plus, aient un espèce de cadeau d'argent pour qu'ils ne partent pas et qu'ils soient
pas tenté d'aller ailleurs pendant ces 2 ans. Donc, et puis de toute façon, ils étaient très, très passionnés, ils aimaient leur chorégraphe par-dessus tout, donc de toute façon, ils ont fait le maximum et c'était, voilà. Donc, j'ai fait ce film à partir de cette histoire. Donc, Merce Cunningham était mort et j'ai suivi la compagnie pendant 2 ans, enfin, surtout la dernière année, en 2011, et Merce Cunningham est mort en décembre 2009. Et en décembre 2011, à l'Armory, il y a eu une grande fête avec des events sur différents plateaux qui tournaient en même temps. Et c'était la fin, c'était la dernière fois que sa compagnie dansait du Merce Cunningham. Alors, la différence avec maintenant, quand une pièce de Cunningham est reprise, c'est que c'était les danseurs qui avaient travaillé avec Cunningham. Donc, ils avaient tous connu Cunningham, travaillé avec lui, ce qui change tout, évidemment, avec des danseurs qui, après la mort du chorégraphe, n'ont jamais connu le chorégraphe, parce que, évidemment, la transmission n'est pas du tout la même. Donc, maintenant, il y a d'autres compagnies qui reprennent des pièces, et avec ces capsules, avec aussi des danseurs de Cunningham qui vont sur place et qui les font travailler. Il y a des pièces qui sont encore remontées aujourd'hui, ça fait 10 ans, et je ne sais pas jusqu'à quand, mais enfin, en tout cas, c'est possible. Mais ce travail d'anticipation sur la suite est exactement à l'inverse de celle que j'avais vécue avec la compagnie de Dominique Bagué, qui pourtant en France était une des plus importantes. Et rien, absolument rien, ni même de sa part à lui, n'avait été prévu, aucune consigne, rien. Voilà. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas, vous n'ayez pas vu le film, en effet. Parce que ça aurait été... J'en ai profité dans ce film pour travailler autour de 5 pièces de Cunningham qui reprenaient, qui étaient à des époques différentes, pour essayer que le film, en même temps, montre l'œuvre et la créativité de ce chorégraphe et la manière dont il a toujours renouvelé ses méthodes de création. Donc, il y a Rainforest, il y a Antique Meat, qui est une pièce très ancienne de 1958. Rainforest, c'est 68. Il y avait Suite for Five de 1956, Square Game de 1976 et Crew Spacers, qui était faite à partir d'ordinateurs. Il était déjà très, très âgé en 93 et il avait conçu sa pièce avec des mouvements de danseurs sur un logiciel informatique. Donc, voilà, donc j'espère que vous pourrez voir le film. Et que alors après, posez-moi des questions si vous voulez sur ce que je ne sais pas comment on peut continuer. Mais bon, voilà, la question c'est que se passe-t-il avec la danse contemporaine quand le chorégraphe meurt, quand il y a, en France, quand il n'y a plus de subventions, parce que ça s'arrête aussitôt, et qu'est-ce qu'on fait de ce répertoire? Alors, j'ai envie de dire, c'est le comble pour le pape de l'imprévisibilité, ce chorégraphe qui introduit dans la composition chorégraphique le rôle du hasard, de prévoir aussi précisément ce qui va advenir de son répertoire après sa mort. Ceci dit, petite parenthèse suscitée Dominique Bagué, autre époque, autre contexte historique. Dominique Bagué meurt très jeune, Merce Cunningham meurt assez âgé puisqu'il avait plus de 80 ans, 89. et la danse contemporaine française était aussi très très jeune lorsque Bagué est mort. Donc est-ce que, pour terminer sur ce commentaire, ce parallèle entre Bagué et Cunningham, est-ce que pour toi, dans les 20 ans qu'ont séparé les deux disparitions, il s'est passé quelque chose de ton point de vue d'enregistreuse des mouvements artistiques dans la danse en tant que réalisatrice? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, une bascule justement par rapport à la trace, d'une certaine manière au fait de figer, de fixer le geste, la danse, l'énergie, autant de termes qui semblent ne pas devoir se plier à la fixité? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que 20 ans plus tard, les chorégraphes commencent à se poser la question de la trace, de la permanence et prévoient, alors que peut-être dans un élan qui avait porté l'explosion de la danse contemporaine française des années 80, la prévision était justement bannie, voire honnie. Est-ce qu'il s'est passé une bascule dans ces 20 ans, Non, selon toi? je crois pas du tout. Je crois qu'on est en France toujours dans la même situation qu'à l'époque de Bagué.
Je pense que c'est vraiment cet Américain et ce chorégraphe avec l'entourage qu'il avait et l'expérience qu'il avait eue avec la mort de John Cage qui a permis, et l'argent qu'ils ont pu trouver, qui était assez considérable pour faire ça, qui a fait que ça a été possible. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une prise de conscience ailleurs. Je ne crois pas. Alors, est-ce que ça étonne le plasticien qui est à ma droite, en la personne de Joël Hubaut, qu'on puisse se préoccuper à ce point du devenir de son œuvre, la totalité de son œuvre? Est-ce que pour toi, Merce Cunningham est effectivement ce chorégraphe qui travaille sur l'aléatoire, ce chorégraphe qui a introduit l'intervention possible du hasard vis-à-vis de la fixité ou du projet ou du scénario qui appartenait à une époque plus théâtrale de la danse? Est-ce qu'au moment où l'abstraction fait irruption dans la création chorégraphique, il est normal qu'un chorégraphe, Merce Cunningham en l'occurrence, donne un petit peu moins d'importance au projet psychologique et à la narration et à l'argument pour tout d'un coup donner toute sa part au jeu des corps entre eux, de l'énergie qui circule entre les corps, en laissant même advenir ce qu'on appelle le hasard. Je vais juste rajouter une chose. Je vais juste rajouter que, en fait, Cunningham, tu dis, il a accepté d'envisager sa mort, mais tout son entourage m'a bien raconté que lui, ce qui comptait jusqu'au bout, c'était la création. Les indications et tout ça. Que c'était pas du tout de gaieté de cœur. Je voudrais juste resituer le contexte pour vraiment dire que moi, j'appartiens à une constellation qui est transhistorique. Merce Cunningham n'est qu'un élément, qu'une étoile, qu'une petite étoile parmi cette constellation. Une petite. Comme toi, tu en es une, comme moi, j'en suis un. Un étoile. Est-ce qu'on peut monter un peu le micro de Joël à la table? Moi, je l'entends bien. Tu l'entends bien, c'est parfait. La situation, elle est dans une permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce filage permanent qui existe depuis très, très, très longtemps. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec Merce Cunningham, plus à voir avec John Cage, mais même John Cage n'appartient qu'à un élément de la grande constellation qui existe depuis des années et des années et des années. Bon, on ne va pas aller jusqu'au... Mais si, on peut aller... on peut retrouver la préhistoire, etc., etc. Mais bon, disons que dans les éléments qui pourraient nous concerner tous au niveau de l'imprévisibilité, de la rébellion, de la situation contextuelle qui fait qu'on s'oppose, etc., bon, il ne faut pas aller si loin que ça, de Rabelais à Diderot, en passant par de Mallarmé, etc., etc. On a tout ça déjà, bien avant John Cage. On a tous ces gens-là. Ici, on n'est pas loin de Honfleur. On a Alphonse Allais avec Les Incohérents. On a Erik Satie. Donc, même si John Cage a recyclé simplement Erik Satie, qui était déjà là, on est dans cette nébuleuse qui appartient donc à une histoire vraiment très, très, très longue. Donc, moi, je m'intéresse surtout à cette histoire, cette histoire qui est éblouissante chez les dadaïstes, par exemple, où chacun est président. Donc, moi, le pape, ça ne m'intéresse pas. Le pape de quoi? On est tous le pape. Chacun, si tu es le pape, je suis le pape. Merce Cunningham est le pape. Alors, il y a des gros papes, des petits papes, et on est tous un pape. Donc, cette histoire-là, il y a une grande confusion. Et cette grande confusion, elle fonctionne surtout dans cette approche de cloisonnement permanent. Et pour moi, la danse est un cloisonnement. On ne peut pas fonctionner que sur ce repérage-là, sur la danse en soi. Même si j'entends, toi, en tant que pape de la danse, une des papes de la danse, tu as une relation assez large, assez ouverte
sur la danse, mais dans un rapport ghettoifié, c'est-à-dire il est clanesque, c'est la danse. Mais pour moi, la danse, c'est un petit élément de la constellation de la créativité. La créativité, elle est permanente, elle est éternelle, elle est permanente. Il y a des artistes, d'ailleurs, pratiquement à l'époque, enfin dans les années 55-60, je dirais un petit peu, qui sont des gens qui suivent nourris par John Cage, mais nourris avant par Dada, par les futuristes, etc., les constructivistes, etc. Donc, pas que John Cage, nourris par cette histoire transhistorique. Des gens comme Robert Filiou qui a créé le concept du network et de la création permanente. Donc, cette histoire-là m'intéresse. Et là, on est dans une approche hyper rebelle, anti-institutionnelle, totalement. Donc, il n'est même plus question de penser à obtenir des subventions ou quoi que ce soit. On est ailleurs, on est dans la créatique totale qui a à voir avec l'abandon de soi ou le dépassement de soi. C'est-à-dire, on est plus proche de Artaud, etc. Mais Artaud, avec aussi une dimension humoristique liée au dérisoire qu'on retrouve chez Éric Satie, chez Alphonse Allais, etc. Mais chez Rabelais, par exemple. Et moi, je pense que toute cette approche-là liée à la danse est complètement évacuée. Elle retrouve un contexte complètement intégriste lié qu'à la danse officielle, subventionnée et instituée. Mais la danse, c'est autre chose. On est tous danseurs. Chaque danseur est beau, c'est sûr. Mais la danse, c'est pas la housse techno ni la guinguette. Quoique les deux ensemble, ça serait déjà plus intéressant. Les deux, la guinguette, le concept de la guinguette avec le concept de la house musique, etc., on se rapprocherait peut-être d'un champ plus global. Mais ça serait que de la danse. Mais on peut danser sans danser. C'est-à-dire, on fait de la peinture sans peindre. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'au départ, il y a eu cette relation conceptuelle qui était liée donc, à Cunningham. C'était de dire la peinture est vachement en avance. Enfin, les arts plastiques sont en avance sur la danse. Retrouvons cette approche-là et éclatons tout, etc. Mais tout a été éclaté dans le champ général du network de la création permanente transhistorique, mais tout a été recloisonné immédiatement par les danseurs, par exemple. Mais c'est la même chose pour le théâtre, c'est la même chose pour les peintres, c'est la même chose. Tout est recloisonné. Donc moi, ce qui m'intéresse en permanence, c'est le versatilisme permanent, tout ce qui échappe à une espèce de prévisibilité totale et tout ce qui est dans le champ de l'imprévisible qui est prétexte, évidemment, à la surprise permanente, au choc même. C'est-à-dire au choc, c'est-à-dire ce qui va nous éveiller et pas nous euphoriser. Et l'euphorie, ça appartient au spectacle. Alors le spectacle, ça peut être sympa, c'est bien, c'est un espèce de trou de vacances, c'est important, on en a tous besoin, mais c'est un trou, il ne se passe rien. On est dans l'euphorie. L'euphorie, c'est mort. L'euphorie, il ne se passe rien. C'est juste un trou, une récré. Alors c'est génial, c'est de la magie, mais c'est de la récré. Et pour moi, c'est ça la danse. C'est ça si la danse est un choc, la danse doit bouleverser et on doit danser. On ne doit pas être dans la contemplation de celui qui danse. On doit danser soi-même. Donc il faut oublier le narcissisme aigu des pattes de la danse, comme il faut oublier le narcissisme aigu de tous les peintres, de tous les sculpteurs, de tous les poètes. C'est-à-dire il faut être dans une dimension complètement extra, c'est-à-dire hors du champ individuel. C'est-à-dire l'être à fond, c'est-à-dire plonger à fond dans cette espèce d'extrême, cette totale dimension de rapport à soi pour s'échapper de soi, pour grandir, pour s'élever, etc., peu importe, mais pas dans le sens de l'exploit, pas dans la virtuosité, le sport, c'est de la merde, le sport, c'est de la compétition, donc c'est pas intéressant, c'est bien pour chacun, mais c'est bien si chacun pense à un rapport personnel pour se grandir, mais si c'est un exploit, si c'est de la compétition, c'est sans intérêt. Et j'ai l'impression que la danse
fonctionne avec cette espèce d'élaboration qui induit une contemplation, une espèce de fascination. Et donc, c'est pas intéressant. La contemplation, c'est la soumission du spectateur qui est complètement galvanisé, euphorisé et qui n'est pas éveillé. Il repart, il n'est pas éveillé. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je ne suis pas contre la danse. La danse, c'est génial, mais chacun doit danser. Alors, évidemment, celui qui fait des chorégraphies, celui qui danse, toi, Pape, de la danse, tu continues ton travail, évidemment, mais tu dois reprendre peut-être les éléments primordiaux qui font que toujours retrouver quelque chose qui casse l'habitude, qui casse la routine, qui pète tout. C'est-à-dire que bon, moi je dis toujours que il y a trop de danse dans la danse, mais il y a trop de peinture dans la peinture. Voilà, c'est une évidence pour moi. Et retrouver les tribus, pas la tribu, mais les tribus, et puis mixer avec toutes ces tribus, c'est-à-dire mixer, les traverser toutes, échanger, partager, c'est autre chose que de fonctionner dans cette espèce d'approche comme ça, rigoureuse, où chacun pour soi se cloisonne, etc. On n'en sort pas. C'est-à-dire c'est l'échec permanent. C'est-à-dire là, on est dans un réseau mort. Et tous les réseaux qui sont cloisonnés sont morts. Il n'y a pas d'issue pour moi. Donc il faut sortir de ce champ-là. Alors maintenant, il y a des nouveaux problèmes à chaque fois. Chaque contexte est nouveau. Le contexte actuel, d'ailleurs, il est plutôt intéressant. Le contexte du Covid, de la Covid, c'est plutôt bien, d'ailleurs, parce que c'est une épreuve. Et donc cette épreuve, elle peut permettre justement d'envisager d'autres relations. Après, on a aussi une conscience nouvelle que tout le monde n'avait pas en ce qui concerne la géopolitique et puis le climat, etc., par exemple. Et peut-être que cette conscience-là va permettre de déboucher à nouveau sur des prises de position plus puissantes que simplement travailler des spectacles spectaculaires, des spectacles grandioses, des spectacles euphorisants, voilà, et retrouver un rapport à l'éveil. Quand on sort, parce que tous ces gens qui vont voir des milliers de films, ils ressortent, c'est comme les cons qui voyagent. Souvent, ils reviennent, ils sont aussi cons, il ne s'est rien passé. Bon, ben, c'est pareil, il y a des milliers de gens qui vont voir des milliers de films et il ne se passe rien. Donc, peut-être que le cinéma, c'est pareil, c'est un problème moi, je m'intéresse surtout au non-cinéma, le cinéma lettriste. Alors, par exemple, le lettriste fait partie d'ailleurs de cette grande constellation importante qui est en même temps, qui coïncide à John Cage, d'ailleurs, c'est à peu près la même période, etc. Et ça n'a rien à voir avec John Cage. Bon, voilà, c'est juste pour situer le fait qu'il y a une grande imposture, pour moi, dans l'approche le travail des arts vivants et de la théâtralité appartient à un champ qui est sympathique en soi. On a tous besoin d'aller au cirque, d'aller au théâtre, d'aller voir de la danse, etc. Mais on éprouve pas grand-chose à part cette espèce de rapport où on est fanatisé, si c'est beau, etc., dans une espèce de magie qui nous scotche dans les sièges. Et puis voilà. Et moi, je voudrais qu'on puisse danser plutôt que de regarder les gens danser. Voilà. Alors, certainement, Marie-Hélène, tu nous diras, on retient les questions parce qu'entre-temps, je pense que nous allons accueillir Jacques Attali à distance, mais on retient peut-être de ce que vient de dire Joël dans le lien à la démarche cunninghamienne. On ne parle pas de la même chose. Peut-être que d'une certaine manière, si. C'est-à-dire que le fait non, mais est-ce que Joël connaîtrait les antécédents de ce qu'il aime? Si les écrivains n'avaient pas laissé des livres, si les musiciens n'avaient pas laissé des partitions ou des écrits ou des choses, et si les peintres n'avaient pas leurs tableaux, qu'est-ce qu'on connaîtrait de ce qui s'est passé avant? Alors la danse, elle ne laisse rien. Que cet instant que vous vénérez, effectivement, c'est magnifique. Moi aussi, j'aime beaucoup l'instantané. Mais voilà, on peut quand même se poser la question d'une œuvre. Je ne sais pas si ça nous dit. Alors, je pense qu'entre Marie-Hélène et Joël, le débat ne fait que commencer. Il va y avoir cette interruption
qui correspond au temps d'échange avec Jacques Attali, qui n'est pas plasticien, qui n'est pas chorégraphe, mais qui s'exprimera sur la prévision dans l'art. En revanche, je crois quand même pouvoir connecter des éléments du discours de Joël vis-à-vis de la rébellion, de la résistance et l'utilisation, l'entrée en jeu tout d'un coup du hasard dans le travail de Cunningham. Je pense qu'il faudrait rebondir là-dessus, parce que c'est justement pour faire tout péter. Ce n'est que pour ça, quasiment, que Cunningham utilise le hasard. C'est-à-dire parce qu'il en a assez, effectivement, des schémas préétablis et des stéréotypes qui sont de l'ordre de, soi-disant, la pensée ou la conception. Mais lorsqu'on rentre en relation avec la matière, il se passe ces choses auxquelles on n'avait pas pensé, qui font que l'artiste lui-même peut se sentir tout petit. Et je crois que même si... Je suis d'accord avec ça. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose de ce côté-là. Et une autre chose, une autre question que j'aimerais te poser, Marie-Hélène, dont on débattra, j'espère, tout à l'heure. Est-ce que les danseurs de Cunningham, tels que tu les as connus après la mort de Cunningham, connaissaient, puisque tu parles de transmission, connaissaient ce dont parle Joël, c'est-à-dire l'origine un petit peu de ce mouvement abstrait américain, origine dans le cadre de l'émergence de ces danses, de ces spectacles de danse, de ces chorégraphes et de ces chorégraphies qui étaient données à New York, à la Judson Church, où effectivement les choses les plus éloignées de ce qu'on appelle aujourd'hui la danse avaient cours. Est-ce que les danseurs connaissaient cela? Est-ce que c'est parvenu jusqu'à cette génération de danseurs? Mais je crois que Jacques Attali nous a rejoints. Absolument, je suis là, je suis ravi d'être des vôtres. Ah, bonjour, bonsoir Jacques Attali. Donc nous sommes au Dansoir, vous nous voyez? Parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc la thématique qui nous anime ce soir autour de la démarche de Merce Cunningham, de réfléchir ou d'évoquer ce que pourrait être le statut de la prévision dans l'art. Et par-delà, peut-être que l'homme que vous êtes nous ouvrira des perspectives qui dépassent de très très loin le geste artistique dans la danse, dans la peinture, dans les arts plastiques. Mais voilà notre thématique ce soir. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots avant qu'il y ait un échange entre nous tous? Je vais improviser naturellement parce que je viens d'entendre votre question. D'abord, j'ai eu le privilège de voir Merce Cunningham danser dans un cercle fermé, privé, avec au piano John Cage. Et donc le couple était là et c'était un moment rare, extraordinaire. Moi-même, j'étais très ami de John depuis longtemps et ce fut un moment que vous pouvez imaginer absolument unique de légèreté, de subtilité, d'élégance. Je regrette à l'époque de ne pas avoir eu, puisqu'il y a très 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 longtemps, j'imagine, de téléphone portable pour enregistrer la scène, mais elle est restée gravée dans ma mémoire comme un grand moment de créativité, de création qui nous ramène à notre sujet, parce que visiblement, même si c'était un couple fusionnel à bien des dimensions, c'était dans l'improvisation absolue. Alors, est-ce que l'art parle de l'avenir? J'ai peut-être, savez-vous, écrit un livre sur le cas de la musique, où j'ai essayé de montrer il y a très longtemps que la musique est prophétique, et que la musique, même sans le savoir, tant par ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, les instruments qu'elle utilise, la façon dont elle se donne en spectacle, etc., est annonciatrice. Le concert apparaît au moment de l'émergence de la bourgeoisie, quand la musique sort de son enfermement religieux et simplement populaire dans la rue, où le gramophone est le premier instrument de production en série avant le reste de l'industrie. La division du travail apparaît avant dans l'orchestre, avant d'apparaître dans l'industrie. Le chef moderne, c'est le chef d'orchestre avant d'être le patron d'entreprise. Enfin, on a beaucoup de choses. Et évidemment, on l'a vu avec Internet, c'est par la musique qu'on a compris d'abord que l'appropriation des données et des droits d'auteur allait disparaître, mais que tout allait devenir ou gratuit ou très, 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 très difficile à rémunérer. Pourquoi la musique a-t-elle cette capacité? Parce que la musique a quelque chose en commun avec les mathématiques,
et aussi d'ailleurs avec la finance, c'est que c'est une activité abstraite qui n'a pas besoin de beaucoup de support pour créer, à la différence de la peinture ou de la danse ou d'autres activités qui ont besoin d'outils, de support, de moyens. La musique peut s'écrire avec une feuille de papier ou pas de feuille de papier, en tout cas au moins avec une feuille de papier et une portée. Et donc elle a une capacité à explorer le champ des possibles beaucoup plus rapide que le monde matériel. Ce qui est aussi le cas des mathématiques, qui explorent le champ des possibles, le champ de l'imaginaire. Moi qui ai eu le privilège de faire beaucoup de mathématiques, je peux dire que c'est une forme d'art absolue de dépassement de soi et de dépassement des autres, d'entrer dans des univers fous, qui permettent d'ailleurs de comprendre le réel, puisque une des grandes choses, les plus grands mystères de l'esprit humain, peut-être une des choses qui nous rapproche le plus de l'intuition qu'il existe quelque chose d'autre que nous, c'est que notre esprit est capable de conceptualiser les mathématiques et notre esprit est capable de voir que les mathématiques sont une façon de lire le réel. Et cette adéquation entre les mathématiques construites dans le cerveau humain et une lecture du réel est un des plus grands mystères de la condition humaine et de notre présence dans l'univers. En tout cas, les mathématiques permettent d'aller extraordinairement loin, plus loin encore aujourd'hui, bien plus loin que la physique, même si la physique est en train à pas de géant, comme un géant qui marche sur deux pieds, les mathématiques et la physique, mais la physique, c'est toujours le pied qui marche après l'autre et qui utilise maintenant les mathématiques qu'on pensait sans fondement, sans utilité pour décrire le réel. Donc les mathématiques sont aussi une façon artistique de prévoir l'avenir que la physique rend ensuite réel. Et puis la finance, qui est aussi une activité totalement abstraite, qui elle aussi va plus vite que le réel, et elle, pour le meilleur parfois, mais surtout pour le pire, puisque elle crée des débordements, des spéculations, des mécanismes sérigènes dans la société qui sont extraordinairement graves après avoir été extrêmement utiles et créatifs, puisqu'il y a une créativité soutenue par la finance qui est très importante. Alors donc, je crois qu'il faut donner à la musique un statut particulier à cause de sa légèreté. Et d'une certaine façon, si je peux me permettre une réflexion totalement de quelqu'un d'extérieur, j'ai toujours pensé comme une pensée de café du commerce, puisque je suis totalement extérieur à ça, que la danse avait cette recherche de rejoindre la musique dans la volatilité, puisqu'il y a cette obsession de la légèreté, de l'envol, de la vous allez me dire que j'ai tort, j'en suis sûr, mais de la négation de la pesanteur et de la condition qu'impose la pesanteur dans la condition humaine, qui est d'une certaine façon une recherche d'aller vers le haut, d'aller vers le plus haut, qui est ce que la musique permet, qui est le privilège d'être chef d'orchestre et de diriger autant que souvent que je peux des orchestres symphoniques. Je sais que quand on est au milieu d'un orchestre symphonique, on pense haut, on pense que la musique monte, et qu'elle monte non pas pour les spectateurs qui sont dans le dos du chef, mais elle monte quelque part, très loin en haut. Très loin en haut. Pas devant, ni derrière, mais en haut. Je pense qu'il y a dans la danse la même recherche. Et la danse est donc, comme la musique, mais un peu moins, parce que vous avez, besoin de bien plus que la musique. Vous allez me dire que la musique a besoin d'instruments, pas pour être écrite. Elle est écrite indépendamment des instruments. Les instruments sont dans la tête du compositeur. Et les autres arts ont aussi besoin de support. Alors, il y a aussi la dialectique permanente entre ceux qui font de l'art à l'intérieur d'un paradigme existant, c'est les musiciens qui écrivent à l'intérieur d'un paradigme, qui ne vont pas très loin, et ceux qui inventent un paradigme. Moi, j'ai toujours été frappé, et c'est vrai dans la danse aussi, puisque vous avez aussi à un moment qu'on peut situer, je pense, en tout cas je serais content d'avoir votre réponse, au moment du sacre, j'entends le sacre du printemps, donc 1907 si je ne me trompe pas,
1913. C'était 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, 1913. J'ai cité entre 1907 et 1913. Qui a été un moment de rupture tant dans la musique que dans la danse. Il y a donc des moments de rupture du paradigme, et c'est là où véritablement il y a un grand saut innovatif. On voit dans la musique, quand la musique passe d'un paradigme à un autre, et puis à un moment, il y a une rupture du paradigme. C'est-à-dire qu'on est dans l'absence totale de paradigme qu'on voit avec la musique qui tente des expériences d'innovation sans code. Et c'est là où on peut se demander si la création peut être, est-ce qu'elle est simplement à l'intérieur d'un code, après tout Mozart et Beethoven travaillent dans le même code, est-ce qu'elle est dans l'invention d'un nouveau code, avec la musique de décaphonique, ou est-ce qu'elle est dans la négation de tout code, et on peut dire la même chose de tous les arts. Picasso a inventé plusieurs codes successifs, ça n'a pas été la négation de tous les codes, ça a été l'invention de plusieurs codes successifs. Et je pense que la créativité est ça. Alors, dernière chose que je veux dire, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mon intuition depuis toujours, depuis que j'ai écrit Bruit il y a 40 ans, ce livre sur la musique, c'est que la tendance ultime allait être que chacun ferait de l'art pour lui-même, et qu'on passerait d'une période que j'appelais sacrifiée, une période que j'appelais représentée, qui est le spectacle, une période que j'appelais répétée, c'est-à-dire la production en série, à une période que j'appelais composée, où chacun deviendrait un artiste pour lui-même, et où chacun ne ferait de l'art non pas pour le donner en spectacle, mais pour son propre bonheur personnel, où chacun deviendrait musicien, on l'a vu prosaïquement avec la fête de la musique et avec d'autres, où chacun deviendrait un artiste, mais non pas un artiste pour se donner en spectacle, mais un artiste pour lui-même. Et ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, où le monde n'est plus qu'une juxtaposition d'autistes narcissiques, alors autistes mais narcissiques, parce que c'est un oxymore que de parler d'autistes narcissiques. On se donne en spectacle en étant narcissique, mais malgré tout, sont plus intéressés par le bonheur pour eux-mêmes que et on peut se demander s'ils ne se donnent pas seulement en spectacle en lui-même. Et je ne sais pas si dans la danse on y est là. Ça a de très bons côtés puisque c'est le dépassement de soi pour soi, c'est l'aboutissement de soi, mais ça a de très mauvais côtés puisque ça conforte des sociétés de solitude. Alors, on aurait envie de poursuivre le débat avec vous très longuement, mais je sais que le temps est compté. Il y a encore un quart d'heure, malheureusement pas plus, parce que j'ai une autre conférence, mais je suis très honoré que vous m'ayez invité. Alors. Écoutez, nous le sommes, nous le sommes. Est-ce que, selon vous, vous avez cité le monde de la finance, vous avez cité l'évolution actuelle de notre société, est-ce que dans que vous auriez à dire à l'heure actuelle, justement, de ce monde tel qu'il va, tel qu'il est constitué, vous sentez l'accident et le hasard jouer un rôle important aujourd'hui, plus qu'hier ou moins qu'hier, puisque nous réfléchissons sur cette notion de hasard. D'abord, je voudrais vous gronder parce que vous ne portez pas de masque. Oui. Si vous êtes dans un lieu fermé, et je trouve ça pas bien. Vous avez raison, je vais me lever malgré la distance que nous avons. Nous avions décidé de le porter et nous avons espacé les tables. Mais vous avez raison, nous allons nous lever et voilà. Non, mais remettez votre masque, c'est tout. Oui, tout à fait. Alors, nous avons entendu votre remarque avec sérieux. Merci beaucoup. Le monde est dans une période de très grand désordre, je ne vais pas vous raconter ça en 1 minute et demie, mais de très grand chaos, où la réponse la plus probable, c'est une demande d'ordre national. Je travaillais beaucoup récemment avec quelques amis musiciens pour essayer de comprendre ce que la musique d'aujourd'hui nous dit des tendances géopolitiques. Et c'est frappant de voir que la musique d'aujourd'hui ressemble de ce point de vue à ce qui se passait à la fin du XVIIIe siècle, où on a demandé aux musiciens d'écrire l'opéra dans la langue nationale et plus en italien, juste avant que ne commence la montée du nationalisme. Et
les guerres napoléoniennes et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, on est un peu pareil, c'est-à-dire que si vous allez en Corée, en Turquie, au Brésil, le hit parade n'est plus composé de musique mondiale, il est composé de musique nationale. Dans les hit parades, il n'y a plus comme titre dominant que les musiques nationales. Donc, il y a un vrai risque, non seulement d'enfermement personnel, dont je parlais tout à l'heure, mais d'enfermement national, comme réponse identitaire, cristallisante, rassurante, sécurisante. On voit bien avec ce qui se passe en France dans les deux sens, la tendance de la sécurité qui s'impose. Et donc, face au désordre, la demande de sécurité va être considérable. Ce qui veut dire qu'en termes d'art, ça voudra dire une revendication d'art national. Je crains le pire avec ce que ça peut vouloir dire. Avec, on le voit d'ailleurs aux États-Unis avec le fait que un homme n'a pas le droit maintenant dans les journaux ou les universités de parler de sujets féminins. Un hétérosexuel n'a pas le droit de parler de sujets homosexuels. On en est même à dire qu'un comédien qui n'est pas homosexuel ne peut pas jouer un rôle de personnage homosexuel. Donc il y a une identification, une identité, une réappropriation poussée à l'extrême où un Américain ne pourrait plus jouer un rôle de Français, ce serait le moindre, du ridicule. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans les tendances identitaires. Et à l'inverse, il y a un grand mouvement altruiste, c'est celui-là qu'il faut pousser, c'est là, je crois, le rôle de l'art, c'est tendre les bras, ouvrir, métisser, voir que le nouveau, c'est toujours le mélange, que le neuf, c'est jamais que la rencontre de deux choses que personne n'avait pensé à se faire rencontrer. Le neuf, c'est toujours un pont. Le neuf, c'est un pont. Et pour faire un pont, il faut connaître les deux îles et les trouver et ensuite construire le pont. Et donc, nous sommes dans un moment où l'archipel de l'humanité est en train de casser les ponts, alors qu'au contraire, il faudrait faire de plus en plus de ponts pour créer du neuf. Je terminerai d'ailleurs par cette très belle réflexion talmudique où quelques rabbins s'étonnent qu'il soit écrit rien de nouveau sous le soleil. Ils disent, mais enfin, c'est incroyable de dire ça. Dans notre religion, notre pensée, nous pensons toujours que nous sommes pour le progrès, pour le temps ayant du sens. Comment peut-on ainsi expliquer que rien de nouveau sous le soleil, que tout ne peut être que répétitif, qu'il ne peut rien avoir de nouveau? Et un autre rabbin leur répond, mais vous n'avez rien compris. Rien de nouveau sous le soleil parce que le nouveau est au-dessus du soleil. Autrement dit, il faut sortir de l'univers, du système solaire pour trouver le nouveau. C'est donc dans l'échappement de l'enfermement, du dogme, que se situe le nouveau. Et je crains aujourd'hui beaucoup que dans le chaos actuel, on ait envie de rester sous le soleil. Est-ce que vous pensez, Jacques Attali, que le fait de tendre les bras, on me fait signe, que le fait de tendre les bras, d'élargir nos horizons, peut être facilité par une posture qui serait celle d'accepter les jeux du hasard ou le jeu des hasards et non pas de vouloir contrôler nécessairement les flux à la fois dans bien sûr, la vie privée, dans la vie collective, laisser advenir. Est-ce que ça a du sens pour un économiste? Est-ce que ça a du sens pour un analyste de la société? Bien sûr. Je vais prendre un parallèle qui n'a apparemment pas de rapport. C'est la machine à café. Quand vous êtes dans une entreprise ou dans un lieu quelconque, le seul endroit vraiment caratif, c'est la machine à café. C'est le seul endroit. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où se rencontrent des gens qui, hiérarchiquement, n'ont pas de raison de se rencontrer et qui se rencontrent par hasard. C'est ce qu'on appelle en anglais, d'un mot d'ailleurs qui a été francisé, serendipity. Trouver ce qu'on ne cherche pas. Et ça suppose le hasard. Mais le hasard, malgré tout maîtrisé, parce que si Christophe Colomb, qui a trouvé quelque chose qu'il ne cherchait pas, il le cherchait quand même, parce qu'il est parti chercher quelque chose. Il avait la culture de la recherche, il avait la curiosité, il avait envie de trouver quelque chose. Il n'a pas trouvé exactement ce qu'il voulait. Il a trouvé quelque chose après avoir voulu chercher. Je crois que
se confier au hasard pur, sans filtre, sans grille de lecture, sans Weltanschauung, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça conduit à ce que un livre qui est pour moi très cher et très peu connu de George Trow, qui s'appelle The Context of No Context, décrivait la société américaine comme une société où tout se vaut, où rien n'est hiérarchisé, où une émission de télé-réalité est aussi importante qu'un débat entre deux hommes politiques ou la retransmission d'un opéra. On ne peut pas admettre le hasard crée l'équivalence absolue et donc la négation de la prescription et la négation de la culture qui fournit des grilles de lecture. Le hasard, c'est la barbarie. Ah bon. Donc, si le hasard, c'est la barbarie, on est condamné à finalement incarner à perpétuité les mêmes codes. Non, le bouleversement. non, parce que non, on peut, en se servant du hasard, chercher des choses neuves, mais se confier au hasard et penser que ce qui vient du hasard vaut autant que ce qui vient à travers une grille de lecture, c'est la barbarie. Donc, c'est ce balancier, ce juste mouvement entre Exactement. laisser entrer le hasard et ne pas se soumettre au hasard qui, pour vous, permettrait la créativité, la recherche. Mais quand vous êtes créatif, le hasard n'existe pas. Moi, je le constate autour de moi, tous les gens qui sont créatifs. Le hasard est là, bien sûr, mais le hasard, il est filtré par une grille de lecture extraordinairement précise. On aspire une partie du hasard qui est nécessaire à Ikatnunk à un certain moment pour créer. Ce n'est pas vraiment du hasard. Si c'est du hasard, c'est n'importe quoi. C'est du jeu. Alors, oui, Marie-Hélène, tu veux intervenir? Ce n'est qu'apparemment du hasard. Non, je dis juste c'est du jeu. Oui, exactement. Ah. Alors, pour terminer, prévoir. Vous avez à un moment parlé des big data comme ayant complètement fait exploser la notion de statistique. Vous êtes intéressé à ces techniques qui, par accumulation de données, laissent espérer que nous pourrions mieux prévoir. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Non, j'ai écrit un livre tout entier là-dessus qui s'appelle « Peut-on prévoir l'avenir ?» où j'ai expliqué que c'est une gigantesque mystification que de croire que les données permettent de prévoir. Les données, on confond causalité et corrélation et coïncidence. En mathématiques, on sait très bien que corrélation, causalité et coïncidence sont trois choses complètement différentes. Causalité, c'est quand vous trouvez des lois qui expliquent ceci est causé par ça. Ça peut être des lois non déterministes, comme dans la physique moderne. Par contre, les data nous permettent des corrélations. Autrement dit, on fait des tonnes de données, puis on constate que tel événement ou tel phénomène évolue comme tel phénomène. Mais ça ne prouve pas qu'ils sont reliés l'un par l'autre. On ne sait pas si c'est l'un qui est la cause de l'autre, ou s'ils sont tous les deux reliés à un troisième, ou s'ils ne sont pas reliés du tout. Puis il y a une troisième dimension, c'est les pures coïncidences. Ça évolue de la même façon, mais c'est une coïncidence pure. Et on essaye de tirer des lois aujourd'hui, tant des coïncidences que de corrélations. On le voit avec tous les débats plus ou moins faussement scientifiques liés au Covid, où on tire des lois de corrélation parce qu'on n'a pas de Weltanschauung, parce qu'on n'a pas de loi. Donc, pour moi, la science, comme la prévision, avance avec des lois en ayant l'humilité de penser que tout est possible. C'est pourquoi moi j'ai souvent dit que j'ai deux maîtres à penser. Marx et Shakespeare. Marx qui est une sorte de métaphore de la loi historique. Marx a passé sa vie à chercher des lois historiques qu'il a trouvées d'ailleurs d'une façon absolument géniale et qui reste partielle mais tout à fait valide sur le fonctionnement de l'histoire. Marx n'était pas marxiste au sens du communisme et tout ça. C'était un grand savant, un grand sociologue et un grand économiste, mais absolument pas un marxiste au sens réducteur qu'on a fait après lui. Et Shakespeare, parce que Shakespeare, c'est celui qui vous dit les passions humaines peuvent tout changer. Le hasard d'une passion, d'une maladie, d'un événement totalement hasardeux peut
totalement faire bifurquer l'histoire. Voilà, l'humanité, c'est ça à la fois. Mais à la fin, c'est Marx qui l'emporte sur Shakespeare. C'est-à-dire, c'est la loi qui l'emporte et qui détermine le cours de l'histoire. Mais c'est Shakespeare qui l'emporte dans la mémoire humaine parce que c'est quand même l'œuvre d'art, même s'il est de hasard, qui finit par triompher. Donc, on a besoin des deux. Donc, une œuvre d'art comme un modèle de société est un projet conçu par un ensemble ou un être humain ou un ensemble d'êtres humains et rien d'autre ne peut remplacer ce produit de la pensée qui fait bouger et avancer les choses, de la pensée humaine. Vous ne pensez pas qu'il y ait d'interaction avec d'autres dimensions? Exactement. Voilà, je suis désolé de ne plus être des vôtres et de devoir vous laisser. Je vois que quelqu'un a envoyé mon manuscrit de mon livre. J'en suis ravi à tout le monde. Si vous trouvez le temps de le feuilleter, j'en serai ravi. Voilà. Mais nous sommes, je pense, actuellement complètement tendus dans l'écoute de votre pensée et très avides d'y plonger de plus en plus. Louis Ersac voulait peut-être intervenir? Si vous avez quelques secondes pour nous. Il me reste 3 minutes. Donc votre témoin en 3 minutes, Louis Ersac. En poussant peut-être en allumant le micro, voilà. J'aime beaucoup le distinguo entre la causalité, corrélation et coïncidence. En même temps, je crains que ce soit un effet de simplification. En revanche, les deux auteurs cités, Marx et Shakespeare, oui, je ne peux que rejoindre Jacques Attali. L'un parce qu'il a une vision de l'histoire que je trouve absolument extraordinaire, et l'autre parce qu'il la brasse, l'histoire. Et ça, c'est évidemment Shakespeare. Et quand il brasse l'histoire, il brasse effectivement les passions. D'ailleurs, Shakespeare était quasiment honni du côté français. Voltaire disait Shakespeare, c'est quelques perles sur un tas de fumier, tellement on craignait que la traduction shakespearienne ne finalement vienne embarrasser les plateaux français. Et je pense que Voltaire, qui était d'abord et avant tout un homme de théâtre, dont d'ailleurs il ne reste absolument rien, craignait Shakespeare comme la peste. Il aura fallu Stendhal pour réhabiliter Shakespeare, et encore fort tard, puisqu'il faudra attendre les années 1821-1824. Mais en tout cas, cette idée d'un auteur aussi magistral qui brasse les passions et d'un auteur qui a une vision de l'histoire en les croisant, oui, là je rejoins totalement Jacques Attali, en effet. Pouvez-vous nous rappeler le titre de ce livre à venir, Jacques Attali? Non, j'ai publié un livre qui s'appelle Peut-on prévoir l'avenir il y a quelques années. Ah oui, ce livre-là. Mais vous nous parliez d'un nouvel ouvrage. Non, j'en ai pas parlé. Je travaille toujours sur de nouveaux ouvrages et il y aura un ouvrage bientôt, mais j'en parlerai quand il sera fini. Vous ne l'avez pas mentionné. Merci infiniment. Merci beaucoup et je suis désolé de ne pas pouvoir être davantage avec vous. Et gardez vos masques, s'il vous plaît. Pardon de vous avoir obligé à nous en faire la remarque. Et pour ce qui est de la chance que vous avez eue de voir Cage et Cunningham, nous allons en rêver cette nuit. Merci beaucoup. À bientôt, merci infiniment. Marie-Hélène, Joël qui vous a déjà exprimé, est-ce que vous avez envie de revenir sur l'intervention de Jacques Attali ou de poursuivre votre échange et de le reprendre là où nous l'avions quitté? Marie-Hélène? Écoute, c'est compliqué là de discuter parce que on n'est pas du tout sur le même registre ni le même niveau d'expérience par rapport au sujet qui lui-même est pas posé tellement par rapport à ce dont je pensais devoir parler. Mais je veux bien, peut-être c'est intéressant que d'autres parlent. Je crois que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jacques Attali. Je pense qu'il a une idée extrêmement juste de la place de l'art et de sa nécessité. Et ce qui n'empêche pas que la danse doit quand même penser à son avenir et à son histoire surtout, et comment il reste dans l'histoire. Voilà, mais après, c'est peut-être pas très intéressant par rapport à cette question du hasard, effectivement, de parler de l'héritage ou de la transmission. Mais
parce qu'il y a là quand même une sorte de dichotomie qui mériterait beaucoup d'explications pour faire rejoindre les deux bouts, les trois bouts. C'est mon impression. C'est vrai que nous sommes sur un certain nombre de voies parallèles, très chacun parle de là où il a. Bon, moi, j'étais là parce que il y avait cette histoire de stream. Monsieur Joël était là parce qu'il parle de sa création et de sa rébellion. Bon, moi, je peux parler de sa rébellion, mais ce sera autre chose. Alors, rebelle et réalisatrice travaillant sur la transmission du répertoire chorégraphique, j'aurais envie de vous demander à tous les deux. Jacques Attali parle du pouvoir prophétique de l'art. Est-ce que, Marie-Hélène, tu réalises ces films depuis longtemps maintenant pour passer la danse, transmettre, parce que tu crois en cette valeur prophétique, et ce pourquoi il faut que les générations à venir continuent de peut-être chercher une vérité annoncée dans les œuvres chorégraphiques dont tu facilites la transmission. Et Joël Hubaut, est-ce que dans cette énergie, Marie-Hélène parlait de rébellion, cette énergie en résonance avec des mouvements, alors moi je suis désolée parce qu'effectivement c'est très réducteur ce que je vais dire, mais c'est ce que ça m'évoque, certains mouvements dits nihilistes qui effectivement ont un pouvoir de barrer la route à certains conformismes à un moment donné, et certainement que la Judson Church, et certainement que Dada, et certainement qu'un grand nombre de figures qui sont pour nous, alors pour les plus jeunes, des sortes de références comme ça, pas toujours très concrètes ni très précises, mais en tout cas ces moments qui ont fait basculer les choses dans l'art au XXe siècle ont été des moments qui niaient peut-être les vertus des mouvements artistiques précédents, mais est-ce que dans ces attitudes-là, malgré tout, tu sens en toi une sorte de veine prophétique où tu aimerais t'identifier une vision de l'art pour lequel ce mot-là aurait du sens? Voilà, donc deux questions concernant la remarque de Jacques Attali que la musique pouvait avoir une dimension prophétique. Joël, peut-être? En fait, je suis assez d'accord. Après, c'est le problème de cerner ce que peut être l'art, vraiment, qui, pour moi, se déplace en permanence, qui n'est pas ce qu'on entend dans l'histoire, dans sa convention. Il y a un déplacement permanent. Quand Jacques Attali parle de musique faite par tout le monde aujourd'hui, la musique individuelle, à la fois c'est très dangereux parce qu'il y a comme une espèce de rapport comme ça autiste où chacun devient une sorte d'individu qui n'a plus de relation avec l'autre. Et puis en même temps, c'est fantastique parce que c'est la créativité de chaque individu qui peut justement s'éveiller lui-même, etc. Ça n'est intéressant que s'il échange, que s'il partage, évidemment. Donc l'histoire du hasard, pour revenir, puisqu'il s'agit de ça quand même, le hasard, il n'est lié qu'au contexte, évidemment. On ne fait pas du hasard pour du hasard. On fait du hasard pour apporter un élément accidentel dans un contexte où on a prévu quand même des éléments. C'est ce qui produit la contradiction, mais ça ne marche que sur des idées de contradiction. Autrement, si on n'est que dans une relation linéaire comme ça en permanence, il ne peut rien se passer, sinon que de la convention, que du convenu. Oui. L'intérêt, c'est d'appréhender le contexte et de réagir au contexte. Et donc, pour moi, le hasard, à un moment donné, devient, et moi c'est pour réagir aussi à Ernst Cunningham, c'est ce que lui-même a fait, c'est ce que John Cage auparavant a fait, et dans ce contexte-là, je trouve que c'est fantastique, et ça appartient non pas à ce registre spécifique qui serait les années 55, 56, etc., ça appartient à ce que je disais tout à l'heure, à une constellation beaucoup plus générale. Et là, la musique, évidemment, par exemple, vous parlez de musique, évidemment que c'est une approche prophétique, mais on n'a pas besoin de... je veux dire, la musique, c'est
même la musique télépathique, celle qu'on n'entend pas, etc. C'est un rapport, c'est le rythme cardiaque, c'est l'élément primordial, c'est tout ce qui est primordial. Donc mais moi, je reviens sur l'idée de, par exemple, un collègue de Merce Cunningham, c'est-à-dire un élève de John Cage, par exemple Dick Higgins, qui a créé le concept d'intermédia, ce qui n'est pas le mix média d'aujourd'hui, c'est l'intermédia. C'est celui-là dont je parle. L'intermédia qui fait que y a vraiment une relation non hiérarchique entre la danse, la musique, la poésie, mais les arts plastiques, enfin l'image en soi, etc., la sculpture, et tout ça peut se faire d'une façon complètement élémentaire, c'est-à-dire le rythme cardiaque pour la musique, le doigt pour simplement pour dessiner ou pour pétrir pour la terre, etc. La danse, ça va bouger simplement le corps, et puis la voix, le souffle, etc. Donc tout ça, on n'a pas besoin de choses superficielles autres que ce qui nous est proposé au départ, c'est-à-dire à partir du corps. Le corps, dans notre approche du monde, mais de notre approche de l'espace, etc. Ici, on est dans un espace convenu totalement, où tout est attendu, tout est prévisible. C'est du spectacle, normalement. On ne peut pas faire... C'est-à-dire qu'on attend que les gens qui sont en face sont des gens qui ne peuvent pas s'introduire. Ils sont simplement... Nous allons te contredire, Joël, parce que quelqu'un qui nous regarde va s'introduire dans le débat. On me signale que quelqu'un qui est derrière son ordinateur voudrait interagir avec nous. Donc, nous l'accueillons avec bonheur. Il s'agit en plus de quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être. Si j'ai bien compris, c'est Franck Ancel qui demande à prendre la parole. C'est bien ça, Franck ? Bonjour, vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Apparemment, vous avez froid. Alors, pour réchauffer un peu la discussion qui a été quand même très intéressante avec Jacques Attali, moi, je me suis permis de mettre dans le fil de la conversation un livre que Jacques Attali a fait qui s'appelle Bruit, qui a été édité en 77. Mais je trouve un peu dommage qu'on oublie, et là ça va permettre de tisser un pont. Je ne sais pas s'il faut faire des ponts entre des rives ou entre des îles ou entre des continents. En tous les cas, dans ce sujet d'aujourd'hui par rapport à Cunningham et par rapport à Cage et cette histoire de hasard, je trouve un peu dommage. Et donc là, c'est une perche tendue pour Joël, et c'est une perche tendue aussi pour notre amie réalisatrice sur les films de Cunningham. Et ça serait peut-être bien de nous dire ce hasard, comment il arrive. Il n'arrive pas par n'importe quelle porte dans le travail et la création de John Cage et de Merce Cunningham. Et cette porte, c'est la poésie. Cette porte, c'est effectivement Louis King. Donc, ça nous ramène à une tradition qui dépasse la modernité. Et peut-être que déjà, si on évitait de parler de choses convenues, la partition, le spectacle, bon, l'introduction, pour moi, elle est juste de dire que c'est bien parfois de se réchauffer entre nous parce qu'on est quand même un peu également des personnes qui s'écoutons les unes les autres. Et c'est par là que ça commence. Donc déjà, si on peut avoir un éclairage pour les gens qui nous écouteront après, sur ce qu'utilisait Cunningham et ce qu'utilisait John Cage pour cette création liée avec le hasard, qui n'est pas du tout la même que lorsque Mallarmé, dans le lancement du coup de dé et l'introduction de cette modernité, utilise, parce que le yeking, c'est quand même une tradition millénaire, mais c'est surtout pour faire écho, résonance, chaleur à Joël, c'est de la poésie. Voilà, le mot poésie n'a pas été dit, c'est de la poésie. Donc trans-historique, transdisciplinarité, spectacularité. À l'heure d'aujourd'hui, on manque d'oxygène, on manque de poésie, on manque de chaleur. Donc là, il y a un lien effectivement entre le yeking, dont je ne dirai pas plus, qui est quand même un livre de poésie un peu particulier, qui convoque aussi les mathématiques, mais surtout qui laisse une place de liberté. Voilà, là c'est pour tisser un lien, et moi je m'efface. Et je vous écoute. Merci. Je vous suis. Merci beaucoup, Franck. Mais tu peux réintervenir, vous pouvez réintervenir à tout moment. Marie-Hélène, par rapport au yeking et à la technique compositionnelle de Cunningham? Le yeking, en effet, a été très important. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du hasard dans l'œuvre de Cunningham, donc je ne veux pas parler de choses que je n'ai pas maîtrisées là, à l'heure qu'il est. Néanmoins, ce que je sais, par exemple, de très intéressant par rapport au hasard, c'est le rapport qu'ils avaient
Cage et Cunningham sur la musique et la danse. C'est-à-dire qu'ils préparaient chacun pour le même spectacle, ils travaillaient chacun de leur côté et ils ne mettaient la musique et la danse ensemble que le jour de la première. Et donc, il y avait effectivement un effet à la fois de hasard. En même temps, ils s'étaient donné quand même des codes de rythmique et de temps. C'était l'horloge qui servait de lien entre eux dans la construction de leur travail parallèle. Mais c'est très intéressant comme introduction du hasard. Ça, je le connais bien, je l'ai vu faire, donc ça, je peux en parler. Pour le reste, c'est très compliqué. Ça me demanderait peut-être 15 jours de travail avant de venir vous parler du hasard dans l'œuvre de Cunningham et du paralleling. Et John Cage a aussi... mais John Cage, ce que je crois, c'est que sa création musicale, et il y a eu toute une phase, une époque de sa vie et de sa création où il était très fasciné par la structuration de la nature, comment la nature était construite, et comment les cellules, enfin comment, et donc je l'ai entendu dire dans des archives et je l'ai entendu que c'était pour lui un modèle pour l'art, la nature. Et certainement que cet oxygène, cette ouverture que peut apporter l'intégration de cette dimension du hasard dans la création ou dans l'évolution des sociétés nous vient du modèle des organismes vivants dans ce qu'ils ont de plus essentiel. C'est effectivement certainement pas par hasard que tu cites le rapport et l'intérêt de Cage pour la nature. Me revient un mot d'Albert Jacquard que j'avais interviewé un jour pour France Culture, qui me disait « Mais c'est très simple, en fait, tout est une question d'adaptation. » Il donnait l'exemple, mais je suis à ma fenêtre, je suis à mon bureau, ma fenêtre est ouverte, j'ai tous mes papiers devant moi et je fume. À un moment, le vent s'engouffre et mes papiers se dispersent, certains tombent par terre et j'ai une réaction immédiate, je m'adapte à ce coup de vent, je prends mon cendrier, je le pose sur mes feuilles pour qu'elles arrêtent de s'envoler et mon cendrier devient un presse-papier. L'arrivée du coup de vent, qui est un accident dans ce travail du chercheur, transforme tout d'un coup son environnement et immédiatement son cerveau s'adapte, invente une nouvelle fonction pour le cendrier. Et je pense qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le fait de rester ouvert à cette irruption possible du hasard, du jeu de dés, en fait, c'est ça l'inspiration. Quand on dit on se sent inspiré, on ne se sent plus soi-même d'une certaine manière. Les idées se télescopent, comme par hasard, les mots se rencontrent, ou peut-être les couleurs et les formes. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que on parlait de code avec Jacques Attali, la jouissance suprême, peut-être la seule qui nous soit donnée, c'est de braver la nécessité des codes, y compris peut-être les codes au sens génétique, des codes ADN, au sens vraiment génétique, et de rentrer dans ce que Jacquard appelait ce bricolage génétique, et que sans le hasard, nous sommes des fabricants qui savons fabriquer assez correctement selon des techniques éprouvées. Grâce au hasard, nous devenons des bricoleurs et nous nous laissons la possibilité de nous adapter à de nouvelles situations, de nouvelles réalités. Est-ce que ça résonne pour les uns, pour les autres, pour les témoins qui n'ont pas commencé à parler, comme Valérie Folliot? Est-ce que ça résonne, ce parallèle entre la nature? Oui, Joël d'abord. Totalement, bien sûr. Mais bon, tout à l'heure, Franck parlait de poésie, mais c'est évident. Moi, ce que je voulais simplement émettre, c'était l'idée de non-hiérarchie. Mais évidemment, peut-être qu'on pourrait englober une sorte d'état poétique à chacune des structures. Mais ça voudrait dire à un moment donné que la poésie serait supérieure aux autres éléments, à la musique, etc. C'est quand même dangereux parce qu'à un moment donné, ça singularise un cloisonnement qui serait supérieur à un autre. Moi, je préfère donc cette idée de mixte total avec une non-répartition hiérarchique. C'est-à-dire que, et ça ne veut pas dire que tout s'entremêle et on fait une bouillie, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que
l'ensemble est une sorte de tremblement, un bouillonnement intense, et que c'est ce tremblement-là qui fait état poétique et qui fait un dépassement de soi, mais pas les petits registres spécifiques qui sont entretenus par du talent, par du métier, par tout ce qu'on appelle la virtuosité, etc. Enfin, ce travail intense qui est entre le gavage de loi et puis l'histoire du singe savant à qui on apprend par cœur des choses. Donc, pour dépasser tout ça, il faut de l'audace. L'audace, c'est à un moment donné, c'est d'avoir connaissance de quelque chose et de l'oublier, de faire tout en soi pour se dépasser, de ne pas se réfugier dans sa connaissance. D'ailleurs, John Cage, c'est le non-enseignement. C'est vraiment le non-enseignement. Mais on retrouve ça dans toute la nuée, dans toutes les constellations dont je parle. Alors, évidemment, je n'ai pas évoqué tout à l'heure le Yeking, mais forcément, dans la constellation générale, ça va jusque-là. Forcément, le Tao, le bouddhisme, etc. font partie. C'est pour ça que toutes ces relations sont dans une approche quasi prophétique, mais permanente. Pas avec l'idée d'une absolue, avec une vérité au bout. C'est-à-dire toujours, John Cage, c'est le doute permanent. C'est l'éternel doute, c'est le non-enseignement et le doute. Donc, moi, je voulais en rester à ce contexte. Et ce contexte, il est particulier. Après, évidemment, tout ça, mais ça, quand on est dans un registre, toutes les situations peuvent s'adapter à ce registre. Alors, évidemment, y compris le code génétique, etc., bien sûr. Alors, pas de hiérarchie entre les arts, ça me rappelle ces danseurs et ces chorégraphes de la Judson Church, toujours, donc, d'où est sorti Merce Cunningham, qui ne voulait pas que le genou soit plus important que les jambes dans leur entier, que le buste, que le torse, que les épaules, et il ne voulait absolument pas privilégier aucune partie du corps. Ça allait jusque-là. La pensée politique, démocratique dans la danse des années 60 à New York. Mais nous avons besoin, c'est important pour nous maintenant, d'entendre le témoignage de nos témoins, à commencer par Valérie Colette-Folliot, sémiologue de la danse, t'ai-je bien présenté, qui va réagir à tout ce qui s'est dit, et Dieu sait si c'est riche. Bonsoir Karine Saporta, merci de votre invitation. Bonsoir à chacun et chacune. Depuis le début de cette table ronde, il est question de hasard et il est question de Merce Cunningham, plus, d'autres et compagnie. Étant donné que mon objet d'étude en tant que sémiologue de la danse, c'est le corps en acte et sa chorégraphie, puisque nous parlons bien de cet art chorégraphique en question à travers Merce Cunningham, il faut revenir sur la valeur des choses, sur une certaine histoire qui est celle de Merce Cunningham, 1909-2009, nous le savons, américain, qui, au milieu du XXe siècle, fait l'expérience phénoménale. Et quand je dis phénoménale, on est dans une démarche philosophique déjà, qui met au cœur de toute chose la sensation, le ressenti. Et nous sommes au milieu du XXe siècle. Le milieu du XXe siècle est marqué par un traumatisme qui est la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quand même rappeler aussi, puisque M. Hubaut a tenu à poser le cadre contextuel et historique des choses, eh bien, en tant que professeur d'histoire de la danse, mais avant toute chose amoureuse des mots et des choses, c'est-à-dire du geste qui vient du cœur et de nulle part ailleurs, il est question ici, en ce qui concerne Merce Cunningham, moins de hasard que d'aléatoire. Exactement. Ouais. Car toute la démarche poétique de Merce Cunningham résulte de cette dimension, non pas des vicissitudes, même si la Deuxième Guerre mondiale aura marqué l'humanité tout entière et son histoire et son historicité, et c'est indélébile. Merce Cunningham, après son expérience au sein de la compagnie de Martha Graham, celle que d'aucuns
appelle la prêtresse de la modern dance, et non pas la papesse, ni le pape, ni autre chose que prêtresse. Et cela en référence à une histoire du corps dansant, à une anthropologie aussi, en ce sens où danser en des temps, disiez-vous, très éloignés de nous, modernes, mais la préhistoire, c'est notre histoire, tout autant. Et l'art contemporain, à travers Marcel Duchamp, qui est quand même le maître de l'art contemporain, et le mentor, non seulement de John Cage, mais bien évidemment de Merce Cunningham, son alter ego. Je laisse de côté tout ce qu'on pourrait dire et tout ce qu'on devrait dire aussi au sujet de cette filiation, puisque le film de Madame Marie-Hélène Rebois est intitulé Cunningham, Merce Cunningham, la danse en héritage, si je ne déforme pas le titre, et je vous prie de m'en excuser, Madame Rebois. Si l'on parle d'héritage, c'est qu'il y a bien une filiation en termes patrimonial. Il s'agit bien de faire passer quelque chose à quelqu'un et de s'ingénier du coup en dépit de ce qui va arriver, c'est-à-dire des accidents. Accidents, en étymologie, ça veut dire tout simplement accident, ce qui arrive. Et justement, ça, c'est de l'imprévisible. On ne peut pas tout contrôler. Du moins, jusqu'à une certaine limite, jusqu'à un certain point. Et c'est ça qui est bon à vivre dans la vie. L'inconnu. L'inconnu qui génère, et ça, Merce Cunningham, à travers son répertoire, son œuvre tout entière, en s'appuyant sur précisément le concept paradigmatique de Marcel Duchamp, le père de l'art contemporain, certes, l'inventeur du ready-made. Nous sommes effectivement au début du XXe siècle, et déjà l'urinoir, c'est-à-dire la fontaine de Helmut, nous transportera en 1913-1915. Et entre 1915 et 1923, il y a cette fameuse œuvre considérable pour Merce Cunningham et John Cage, c'est La mariée mise à nu par ses célibataires eux-mêmes, c'est-à-dire le grand verre. Tout cela repose sur quoi? Sur finalement une pensée qui ne cesse d'être dévidée tout au long du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui est le regard. Le spectacle, c'est spectaculare, veut dire regarder. Regarder, c'est toujours dans un certain sens, c'est-à-dire une certaine direction. Il y a ceux qui regardent plutôt en l'air, plutôt en bas, ou à gauche, à droite, enfin, peu importe la direction. Mais il faut apprendre à regarder. Et Merce Cunningham nous a enseigné, ou du moins transmis, le paradigme même de l'art contemporain, qui est celui de Marcel Duchamp. C'est le regardeur qui fait les œuvres. Tout se passe dans la tête. D'abord, le corps dansant, il est en aucune manière, à mon sens, et je ne veux pas être dogmatique, surtout pas, mais Merce Cunningham prêche pour une forme de jouissance à travers les sens que sont effectivement les mouvements corporels dansés. C'est une musique des sphères, il faut le dire et le répéter. C'est une vraie musique des sphères qui, je parle de la danse, je parle de la démarche poétique aléatoire de Merce Cunningham, qui considère que la danse suffit à elle-même et qu'elle n'a pas à s'ingénier dans dans sa vision et non pas dans sa prévision. Car on est dans l'imprévisible et l'imprévisibilité du geste artistique qui est fort dès lors, me semble-t-il, et là je m'appuie sur quand même quelques données historiques, esthétiques, en lien avec, non pas encore ce qu'on appellera la post-modern dance, puisque Karine Saporta, vous avez fait référence à la Youth Church, qui a marqué un tournant considérable pour la suite et pour l'avènement de la danse contemporaine, dont Merce Cunningham est pour quelque chose. Merce Cunningham n'est pas un postmoderne, Merce Cunningham est un moderne abstrait, mais Merce Cunningham a traversé tout le XXe siècle. Et Merce Cunningham a été nourri intellectuellement, émotionnellement, par bien des choses, et notamment par le sentiment d'amour qui le lie à l'art,
un art immatériel, car la danse ainsi que la musique et la beauté de l'icône qu'est l'image, le visuel, tout cela nous renvoie à temps et temps. Voilà. Donc, aliquid stat pro aliquo, c'est la définition du signe par d'aucuns, en l'occurrence par Saint-Augustin. C'est repris par les sémiologues. Je me pose en tant que tel, et le propre du cerveau humain, je me bornerai à cette conclusion, c'est de s'attacher au sens et à trouver du sens en toutes circonstances. Question très très intéressante, le rapport entre le jeu du hasard et le sens. Mais nous avons un nouveau Franck Ancel qui annonce qu'il va intervenir de manière brève et qui souhaite le faire rapidement. Donc, à Franck Ancel la parole à nouveau, avant d'écouter notre deuxième témoin. Bon, très rapidement, parce que moi j'étais enchanté de cette dernière intervention, mais je ne peux pas m'empêcher d'éclairer quand même quelque chose. Premièrement, c'est qu'il y a un livre que vous n'avez pas encore lu sur la question de la jouissance chez Merce Cunningham, parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur, par une collègue psychanalyste qui s'appelle Graziella Pietro et qui par avant avait écrit sur Schwitters et Vollmann. L'air de rien, j'ai introduit un nouveau champ, mais celui de la jouissance en tous les cas. Et celui de la jouissance sur le corps, j'aimerais quand même rappeler que l'un des plus grands moments au XXe siècle, bien évidemment, Marcel Duchamp, sur la question de la transmission, c'est la question de l'expérimentation. Et là où on respire, c'est aussi dans des lieux de montagne, c'est le Black Mountain College, où effectivement, le Black Mountain College, fondé à partir de 1933, lorsque ça brûle à Berlin, un endroit aux États-Unis se rallume différemment. Et c'est là, dans un esprit de liberté intergénérationnelle et dans une transmission de liberté, pour faire lien encore une fois entre nos deux intervenants et pour faire lien avec Joël, parce qu'effectivement, le Black Mountain College, dans un style et dans une esthétique totalement différente, sous la houlette d'Albert Albers, va quand même renouveler une manière pédagogique de vivre les uns avec les autres, de respirer avec les uns avec les autres et de créer des formes qui sont aussi des manières de manger, de danser, de s'aimer. Et je vous souhaite une bonne soirée et je repars en décrochant. Suite du mouvement d'ailleurs de Monte Verita. Exactement. Voilà. Et moment annonciateur aussi peut-être de certains mouvements des années pour la danse. 60-70 et aujourd'hui qu'on appelle New Age. Alors, pour la danse, c'était évident, mais pour le Black Mountain College, c'est vraiment au Black Mountain College, non pas dans une salle de spectacle, que Cage et Cunningham se sont vraiment, vraiment rencontrés. Voilà, oui, ça c'est une thèse. Et ils ont rencontré Rauschenberg, c'est là qu'ils ont rencontré Rauschenberg. Exactement, à la campagne, pas à la ville. Ah, alors ça c'est un autre sujet, peut-être pour l'année prochaine, justement, revenir sur cet attrait pour les univers non urbains d'une des pionnières qui se nommait Isadora Duncan. Mais peut-être pour le prochain festival, ce rapport à la nature. Louis Arsac, qui a été très attentif jusqu'à présent et dont nous brûlons de connaître le témoignage ou le rapport après cette écoute silencieuse. Silencieuse et attentive, en effet. Il y a plusieurs éléments qui me frappent, plutôt que de... J'ai bien retenu le terme de Joël tout à l'heure à propos de constellation. Il me semble en tout cas que, quelles que soient les œuvres artistiques, elles tendent à faire trace, et ces traces mettent en place des interpolations. Pas simplement à l'intérieur d'un champ, mais souvent, justement à propos de le lien dont parlait Franck Ancel entre différents champs, qu'il s'agisse de la danse, du théâtre, de la poésie ou de la littérature. Je ne suis pas persuadé d'ailleurs que ces catégorisations-là soient extrêmement valides. La deuxième chose, c'est que en littérature, en tout cas, on parlera d'intertextualité, même quand l'auteur ignorerait qu'il est en train de faire de l'intertextualité. Alors le plus souvent, il le sait. Quand Flaubert métaphorise Madame Bovary dans son village de Yonville-l'Abbaye, il décrit l'arrivée d'Emma et de son époux par un chemin où on croise des moulins. Alors, en soi, les moulins n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, sauf que la description de Yonville-l'Abbaye va témoigner du parcours prévisible d'Emma. Elle va tourner en rond dans ce village
et elle n'en trouvera jamais la sortie. Alors évidemment, elle va aller à l'auberge du Cheval Blanc, qui est le lieu de confrontation sociale. Elle ira à la mairie pour voir s'il est possible de divorcer. Elle ira à l'église pour voir si le curé peut sauver son âme, mais le curé ne s'occupe pas des âmes, il ne s'occupe que des corps. Et elle finira chez l'heureux à dépenser tout son argent. Mais au total, elle tourne effectivement en rond, comme les moulins. Et comme vraisemblablement, Flaubert avait sans doute songé à Don Quichotte. Ces mouvements d'intertextualité, un texte rappelant un autre, mais fonctionnent par différents canaux, par différents liens, entre aussi la danse, la littérature, la poésie. Et je voudrais, pour conclure, parce que je ne peux pas emprunter la parole trop longtemps, mais quand il était question de prophétie, j'ai souvent le sentiment qu'on prophétise a posteriori, c'est-à-dire qu'on ne lit la prophétie qu'après qu'elle a été réalisée, et rarement au moment où celui qui la profère véritablement l'envisage comme une prophétie avec une prévisibilité d'atteindre véritablement le réel. Enfin, je voudrais commenter une phrase d'Attali qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure, quand il dit que le hasard, c'est la barbarie. Alors, c'est vous qui m'avez donné la solution en parlant d'aléatoire. C'est vous qui avez parlé d'aléatoire, je crois. Et le hasard, c'est évidemment très différent de ce qu'on appellerait l'aléatoire. Au total, si le hasard, c'est la barbarie, l'aléa, c'est sans doute quelque chose qui est davantage dans la construction, dans du civilisationnel en quelque sorte. Merci. Et on peut préciser que aléa se traduira par tout simplement chance, comme les jeux de la chance qui sont aussi des jeux d'argent. Il faut miser pour gagner. Qui ose gagne. Courage, audace. Alors, par rapport au jeu et à la chance, je me souviens que Louis Arsac, samedi dernier, lorsqu'il est intervenu déjà dans le cadre du festival, disait « Somme toute, je suis maintenant peut-être arrivé à une position très pessimiste » et il a fini, je crois, son intervention par cette réflexion, et ça va rejoindre ce que disait Joël Hubaut. Les œuvres d'art n'ont peut-être pas le pouvoir de changer le monde sur le réel, et comme disait Pascal, et au sens profondément pascalien, ce ne sont peut-être que des divertissements. Est-ce que grâce justement à une certaine humilité, un retrait du projet de l'artiste, la mise en retrait de ce narcissisme dont parlait Jacques Attali, en particulier concernant les réseaux sociaux où chacun fait acte soi-disant créatif et se regarde le faire, et où l'humilité n'est pas forcément aujourd'hui facile à trouver en soi, est-ce que le fait de se mettre en retrait, de laisser peut-être les choses advenir, les signes advenir, se rencontrer, les gestes, surgir des corps quand on est chorégraphe en intervenant le moins possible, ce qui d'ailleurs a été pendant un temps la démarche de Cunningham, de laisser faire et de laisser advenir. Est-ce que en reprenant cette position peut-être plus juste, l'artiste peut échapper à ce destin d'amuseur public dont parlait Joël Hubaut, dont vous parliez d'une certaine manière, Louis Arsac, en disant qu'il y avait une sorte d'identification nécessaire et profonde entre art et divertissement. Est-ce que l'art peut, au sens biblique du terme, un jour permettre un accès à la connaissance ? Et est-ce que c'est en laissant justement la connaissance advenir, en mettant en retrait un petit peu nos projets de créateurs, que nous parviendrons à élever l'art? Qui veut intervenir sur ce dernier propos? Joël, est-ce que c'est réfléchir autour de cela, t'es déjà arrivé? Cette mise en retrait de nos volontés. Moi, je pense, c'est mon expérience. Moi, ça fait 50 ans que je travaille sur ce principe justement de distanciation,
de toujours freiner, alors que le désir est d'être dans l'introspection et dans l'affect et dans cette espèce de jouissance immédiate et de me mettre en distanciation, comme Cunningham a pu le faire à un moment donné, avec son retrait, en s'intéressant justement à cet aléatoire, enfin ce hasard. C'est quand même John Cage parle du hasard et lui aussi parle du hasard. Je veux bien accorder une nuance intéressante, mais bon, l'aléatoire correspond plus pour moi à une musique un peu spécifique. C'est pas l'histoire qui nous concerne là pour l'instant avec John Cage et Cunningham. C'est le hasard dont il parlait. Et le hasard était vraiment un moyen pour pouvoir sortir du champ de l'expression directe, vraiment pour se dissocier de l'expression, pour devenir neutre, s'effacer, se singulariser. Donc c'était quand même vraiment quelque chose d'important. Mais on l'avait déjà avant. Bon, Marcel Duchamp a fait ça évidemment bien avant, bien sûr, et ça fait partie de cette constellation. Et on la retrouve dans le bouddhisme, on a cette approche-là aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, mais bon, après, ça correspond aussi à mon expérience. Moi, j'ai l'impression que l'effacement, le retrait est quelque chose qui est comme une évidence pour moi dans la situation actuelle. C'est le contexte, donc on s'adapte. Et mon adaptation, moi, tout de suite, avec la situation générale, c'est pas d'intervenir d'une façon narcissique. C'est ça. Mon égocentrisme forcené me pousserait à faire ça. Donc, je me bats violemment avec moi-même pour être encore dans mon dépassement de mon dépassement. C'est toujours été comme ça. Et avec la jouissance, évidemment, évoquée par... je sais plus, enfin, c'est Franck, je crois. Mais je suis heureuse qu'on termine un petit peu sur cette note. Termine parce qu'il y a ce dispositif qu'on appelle un couvre-feu qui rappelle effectivement les époques précédentes, qui me fait tendre la perche vers ces époques qui nous ont précédés. Comme tu le dis, rien n'arrive spontanément. Je dirais que tous les mouvements d'avant-garde du XXe siècle et peut-être les mouvements actuels que nous ne connaissons pas parce que tout est fait pour que ce qui est totalement en rupture avec les conformismes ne soit pas largement vu actuellement. Je crois qu'on est tous d'accord sur cela. Mais je reviendrai, puisqu'on parle d'un concept médiéval qui se couvre-feu, sur le fait que les mathématiques et peut-être les jeux de hasard ont permis effectivement à certaines formes d'expression de tourner radicalement des pages. Je pense à la recherche de dames perspectives avant qu'elles soient trouvées. Les artistes allaient en quête de dames perspectives jusqu'à ce que mathématiquement la perspective soit découverte en peinture. Et de même en musique, le système modal précédant le système tonal, donnait lieu à des discussions mathématiques et scientifiques très, très serrées entre les ecclésiastiques. Et c'est vrai que les grandes ruptures dans la peinture, dans la musique, sont arrivées au moment où, plutôt que d'exprimer l'individualité de celui qui se dit artiste, les mouvements ont fait accoucher de nouveaux codes, comme disait Attali, un collectif ou une humanité collective qui, de ce fait, franchit un pas en matière de trouvailles et d'expression. Et pour terminer sur ce qu'a dit Valérie Colette-Folliot, il est vrai qu'on ne parle pas suffisamment du passage de Merce Cunningham chez Martha Graham, donc chorégraphe appartenant à ce mode théâtralisée d'expression, la danse comme capable de raconter les pulsions humaines, l'inconscient humain, puisqu'effectivement elle met en scène, Job Caras, elle met en scène un certain nombre de figures analytiques, Oedipe, et Merce Cunningham s'extirpe véritablement de cette prégnance de la créativité de Graham pour dire que finalement, si
la subjectivité l'emporte dans l'acte de création, eh bien finalement, on n'arrive qu'à l'éternelle répétition, l'éternel retour du même. Et ça aussi, cette volonté de rompre avec Martha Graham permet à Cunningham d'être rebelle, résistant, nihiliste par rapport à tout ce qui était la danse précédemment, et de vouloir, à un moment donné, faire jouer des paramètres comme celui du hasard. Merci à tous pour cet échange ô combien trop court et ô combien passionnant, que j'espère le festival reprendra l'année prochaine, parce que nous n'avons fait qu'entrouvrir la porte. Et tout ça grâce au courage de réalisatrice de Marie-Hélène Robois, qui nous fréquente, nous chorégraphes, depuis plusieurs dizaines d'années, n'est-ce pas Marie-Hélène, pour essayer de faire que les œuvres perdurent et soient vues du plus grand nombre. Merci. Le festival continue. Nous sommes toujours là, à distance, masqués, démasqués dans nos démarches. Ne nous quittez pas sur LDW-TV, le Dansoir Web TV. Et nous sommes à Ouistreham, en ce moment précis, dans le Calvados. C'est important de dire là où nous sommes sur la planète. Pour vous qui peut-être de très très loin nous regardez, nous sommes au Dansoir à Ouistreham, en Normandie, en France. Et il est aujourd'hui 19h43.